Ce que nous allons vous raconter est une histoire qui remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur le pouvoir, la trahison et la justice. C'est l'histoire d'un président qui a découvert que son meilleur ami d'enfance, celui qui connaissait ses secrets les plus intimes, ses peurs, ses rêves, le trahissait depuis des mois en vendant des informations à des services de renseignement étrangers. Mais voici une tournure inattendue, au lieu de choisir la vengeance, Ibrahim Traoré a pris une décision si surprenante, si radicalement différente de celle de tout autre dirigeant, qu'elle a transformé non seulement la vie d'un homme, mais aussi la compréhension qu'une nation entière avait de ce que signifie la véritable force. Vous pensez connaître la fin de cette histoire? Croyez-moi, vous vous trompez. Restez avec nous, car ce qui suit vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le pardon, la justice et le prix de la trahison. La première trahison est toujours la plus douloureuse, surtout lorsqu'elle vient de mains qui vous ont autrefois aidé à grimper aux arbres les plus hauts, d'une voix qui avait juré de rester à vos côtés, quelles que soient les tempêtes. C'est une histoire de deux garçons qui ont scellé des vœux sacrés sous un baobab ancestral, et de l'un d'eux qui a brisé cette promesse pour un prix qui vous retournerait l'estomac. Nous sommes en 1987, dans la petite ville de Kaya, au Burkina Faso, où la poussière rouge ne retombe jamais et où les rêves sont aussi fragiles que la rosée du matin. Deux garçons de 8 ans étaient assis en tailleur sous l'immense baobab qui veillait sur leur village depuis des siècles. Le tronc de l'arbre était si large que 20 enfants se tenant par la main n'auraient pu l'enlacer, et ses racines plongeaient si profondément que les anciens disaient qu'elles touchaient le cœur même de l'Afrique. Ibrahim Traoré et Madu Wedago étaient inséparables. Ils partageaient tout, leur repas lorsque la nourriture manquait, leur couverture pendant les vents froids de l'harmattan, leur rêve d'un avenir où leur pays ne se soumettrait plus à des maîtres étrangers. Ibrahim était le discret, toujours en train de réfléchir, de planifier, avec des yeux qui semblaient porter la sagesse d'un homme bien plus âgé. Madu, lui, était le bavard, le charmeur, celui qui pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi avec son sourire contagieux et sa langue d'argent. Ce soir-là, alors que le soleil peignait le ciel de teintes ambrées et cramoisies, les deux garçons gravaient leurs initiales dans l'écorce ancienne du baobab. Ibrahim avait apporté le vieux couteau de son père et, avec une précision minutieuse, il traça leurs lettres côte à côte, entourées d'un cercle grossier. Ça veut dire pour toujours, dit Ibrahim solennellement, pressant sa petite main contre les entailles fraîches dans l'écorce. Quoi qu'il arrive, où que nous allions, nous serons toujours frères. Madu posa sa main sur celle d'Ibrahim, et ensemble ils pressèrent l'arbre, comme s'ils scellaient un pacte sacré avec la terre elle-même. Pour toujours, murmura Madu en retour. Et quand nous serons grands, quand nous aurons du pouvoir, nous l'utiliserons pour libérer notre peuple. Nous ne nous vendrons jamais aux Français comme les autres l'ont fait. Nous ne placerons jamais l'argent avant notre patrie. Le vent agita les feuilles au-dessus d'eux, et à cet instant, les deux garçons ressentirent quelque chose de profond s'ancrer dans leur âme, une promesse qui semblait aussi éternelle que l'arbre qui en était témoin. Mais les promesses faites par des enfants sont parfois rompues par les adultes qu'ils deviennent. 28 ans plus tard, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau au palais présidentiel de Ouagadougou, fixant un dossier qui venait d'atterrir sur son bureau. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres blindées, projetant de longues ombres sur la surface polie du bureau en acajou. Mais Traoré ne ressentait qu'une obscurité envahir son cœur. Son chef des renseignements, le colonel Yacouba Ouedraogo, se tenait au garde-à-vous près du bureau, le visage grave sous le poids des informations qu'il s'apprêtait à révéler. Le colonel était un homme qui avait vu toutes sortes de trahisons que la politique pouvait produire, mais même lui semblait ébranlé par ce qu'ils avaient découvert. « Monsieur le Président », commença-t-il d'une voix mesurée, « nous avons identifié la source des fuites de renseignements qui compromettent nos opérations de sécurité depuis 8 mois. » Traoré ne leva pas les yeux du dossier. Il soupçonnait depuis des mois la présence d'une taupe dans son cercle proche. Trop d'opérations planifiées avaient été anticipées par les services de renseignement français, trop de mouvements stratégiques avaient été contrés avant même de commencer. Quelqu'un ayant accès au plus haut niveau du gouvernement fournissait des informations à leurs anciens maîtres coloniaux. « Qui est-ce » demanda Traoré calmement, ses doigts toujours posés sur le dossier fermé. Le colonel hésita un instant, et dans cette hésitation, Traoré sentit son monde commencer à vaciller. Quand quelqu'un hésite à annoncer une mauvaise nouvelle, cela signifie généralement que la nouvelle est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. « Monsieur, les communications ont été tracées jusqu'à Madu Wedago, votre ami d'enfance, votre conseiller pour le développement rural. » Les mots frappèrent Traoré comme un coup physique. Il sentit l'air quitter ses poumons, la pièce basculer légèrement, comme si la terre elle-même s'était déplacée sous ses pieds. Madu, son frère du baobab, l'homme qui l'avait accompagné à chaque décision majeure de sa présidence,
celui qui connaissait chaque détail de sa vie personnelle, ses peurs, ses stratégies. Pendant un long moment, Traoré ne dit rien. Il fixait simplement le dossier, la preuve d'une trahison si complète, si intime, qu'il avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur alors qu'il respirait encore. « Depuis quand ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Nous pensons que cela a commencé il y a environ 9 mois, peu après l'imposition de la dernière série de sanctions contre notre gouvernement. Les paiements ont été effectués via un compte bancaire suisse, transitant par 3 sociétés écrans différentes. Les Français ont été très minutieux pour couvrir leurs traces. Combien ? Le colonel consulta ses notes. Le montant total s'élève à 127 000 $, versé en mensualité d'environ 14 000 $. Mais, monsieur, il y a plus. Traoré leva enfin les yeux, et le colonel fut frappé par la profonde tristesse dans le regard de son président. Ce n'était pas la colère qu'il s'attendait à voir, c'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux, le regard d'un homme dont la foi en l'humanité venait d'être brisée. Quoi d'autre ? Les informations qu'il a fournies ne concernaient pas seulement les mouvements militaires ou les stratégies politiques. Il leur a donné des informations personnelles sur vous, vos routines quotidiennes, votre profil psychologique, vos relations les plus proches. Il constituait un dossier complet, probablement pour une action plus directe. L'implication plana dans l'air comme un nuage toxique. Il n'avait pas seulement prévu de compromettre Traoré politiquement, il se préparait à l'éliminer complètement. Traoré se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur la vaste ville de Ouagadougou. Au loin, il pouvait voir le quartier où il avait grandi, où un baobab ancestral se dressait encore, témoin silencieux de promesses brisées. « Faites-le venir », dit-il enfin. Mais pas de menottes, pas d'escorte armée. Demandez-lui simplement de venir pour une réunion. Faites-lui croire que c'est une routine. 2 heures plus tard, Mamadou Ouedraogo entra dans la salle de conférence présidentielle avec l'assurance d'un homme qui pensait que ses secrets étaient encore à l'abri. À 43 ans, il était toujours séduisant, avec ce charme qui l'avait rendu populaire dans leur jeunesse. Ses vêtements étaient bien taillés, coûteux, plus coûteux que son salaire gouvernemental n'aurait dû le permettre, bien que Traoré ne l'ait jamais questionné auparavant. « Frère », lança Mamadou joyeusement, utilisant le surnom qu'ils avaient conservé depuis l'enfance, « tu as l'air sérieux aujourd'hui. Tout va bien ?» Traoré était assis à l'extrémité de la table de conférence, une simple théière en argile et 2 verres disposés entre eux. Il fit signe à Mamadou de s'asseoir sans croiser son regard. « Assieds-toi, Mamadou. Nous devons parler. » Quelque chose dans le ton de Traoré fit hésiter Mamadou. Le masque jovial glissa légèrement, et pendant un bref instant, Traoré vit une lueur de peur dans les yeux de son vieil ami. Mais elle fut rapidement remplacée par ce sourire charmeur familier. « Bien sûr, frère, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Traoré versa le thé avec une lenteur délibérée, le rituel lui donnant le temps de rassembler ses pensées et de contrôler la tempête d'émotions qui faisait rage dans sa poitrine. Le thé était du bissap, préparé à partir de fleurs d'hibiscus, la même boisson qu'il partageait enfant, quand il pouvait s'offrir le luxe du sucre. « Te souviens-tu » commença Traoré, sans regarder directement Mamadou, de ce que nous nous sommes promis sous le baobab, quand nous avions 8 ans. Le sourire de Mamadou vacilla légèrement. « C'était il y a longtemps, Ibrahim. Nous n'étions que des enfants. Nous avons juré de ne jamais trahir notre peuple au profit de puissances étrangères. Nous avons prêté serment sur cet arbre, préférant mourir plutôt que de vendre notre patrie pour de l'argent. » Traoré leva alors les yeux, son regard dur comme l'acier. « Te souviens-tu de cette promesse, Mamadou ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mains de Mamadou, posées nonchalamment sur la table, se mirent à trembler presque imperceptiblement. Son visage pâlit sous sa peau sombre, et Traoré le vit calculer, essayant de deviner ce que son vieil ami savait. « Ibrahim, je ne sais pas ce que tu insinues, mais… » 127 000 $, coupa Traoré d'une voix tranchante comme une lame, versé sur 9 mois via un compte bancaire suisse contrôlé par les services de renseignement français. Numéro de compte 418-472295501. Veux-tu que je continue ? Le masque de Mamadou tomba complètement. Ses épaules s'affaissèrent, et il baissa les yeux sur ses mains, comme s'il les voyait pour la première fois. Quand il parla, sa voix était faible, creuse. « Depuis combien de temps sais-tu ? Nous suivons les communications depuis des semaines, mais j'avais des soupçons depuis des mois. Trop de nos plans étaient anticipés, trop d'opérations compromises avant même de commencer. » Traoré s'adossa à son siège,
observant l'homme qui avait été comme un frère pour lui. Ce que je ne comprenais pas, c'était comment ils obtenaient des informations sur mes routines personnelles, mes pensées intimes, mes stratégies les plus secrètes. Maintenant, je sais. Madu resta silencieux un long moment. Quand il releva enfin les yeux, des larmes brillaient dans son regard, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de frustration, d'avoir été démasqué. Tu ne comprends pas la pression que je subissais, dit-il, sa voix montant légèrement. Ils m'ont approché après les sanctions. Ma femme était enceinte de notre 3e enfant, ma mère avait besoin de soins médicaux que nous ne pouvions pas payer. Ils m'ont offert une issue. Ils t'ont offert de l'argent souillé, répondit Traoré froidement. Et tu l'as pris. Je l'ai pris parce que j'en avais assez d'être pauvre. La voix de Madu se brisa sous l'émotion. J'en avais assez de voir ma famille lutter pendant que tu jouais au président, assez de vivre dans ton ombre depuis que nous sommes enfants. La franchise de ces mots frappa Traoré comme un coup physique. Il réalisa que la trahison allait bien au-delà de l'argent, elle puisait dans un puits de ressentiment qui avait empoisonné leur amitié pendant des années, sans qu'ils ne s'en rendent jamais compte. Alors, tu as décidé de me faire tuer ? Les yeux de Madu s'écarquillèrent. Non, ça n'était pas censé aller aussi loin. Il disait qu'il voulait juste des informations pour mieux te gérer, pour comprendre comment travailler avec ton gouvernement. Il préparait un profil pour un assassinat, Madu. Routine quotidienne, faille de sécurité, déclencheur psychologique. Ce n'était pas une question de diplomatie, c'était une question d'élimination. Le poids de ce dans quoi il s'était réellement impliqué sembla frapper Madu de plein fouet. Son visage devint cendreux, et il se pencha en avant, enfouissant sa tête dans ses mains. « Je n'ai jamais voulu qu'on te fasse du mal, murmura-t-il. Je le jure sur la vie de mes enfants, je n'ai jamais voulu qu'on te fasse du mal. Mais tu étais prêt à prendre ce risque pour le bon prix. » L'accusation plana entre eux comme une sentence de mort. À l'extérieur, Traoré pouvait entendre les bruits de la ville poursuivant son cours normal, les vendeurs criant leurs marchandises, les enfants jouant dans les rues, le bourdonnement lointain de la circulation. La vie continuait, alors que son monde s'effondrait autour de lui. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'immense paysage urbain qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Quelque part là dehors, des millions de personnes comptaient sur lui pour les protéger, pour préserver leur pays de la manipulation étrangère que Madu avait facilitée. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda Madu doucement. Traoré se tourna pour lui faire face. Maintenant, nous allons montrer au monde à quoi ressemble la justice lorsqu'elle n'est pas corrompue par la vengeance. Ce que Traoré fit ensuite choqua tout le monde, son cabinet, son équipe de sécurité, la communauté internationale, et surtout Madu lui-même. Au lieu de faire arrêter son ancien ami en secret, au lieu de mener un tribunal militaire discret qui se terminerait par une exécution, Traoré prit une décision qui définit sa présidence et remit en question toutes les hypothèses sur la manière dont les dirigeants devraient gérer la trahison. Il convoqua une conférence de presse le lendemain matin. Toutes les grandes rédactions d'Afrique de l'Ouest étaient représentées dans la salle de conférence principale du palais présidentiel. Des correspondants internationaux affluèrent d'Europe et d'Amérique. La salle bourdonnait de spéculations sur l'annonce majeure que le président s'apprêtait à faire. Quand Traoré monta au pupitre, la salle se tut. Il semblait fatigué, vieilli au-delà de ses 43 ans, mais il y avait une force dans son attitude qui imposait le respect. « Mes chers compatriotes », commença-t-il, sa voix résonnant clairement à travers les micros et les caméras qui diffuseraient ces mots dans le monde entier, « Aujourd'hui, je dois partager avec vous une vérité qui me brise le cœur, mais que vous méritez de connaître. » Il marqua une pause, regardant directement les caméras, comme s'il s'adressait à chaque personne individuellement. Il y a 9 mois, des agents des services de renseignement français ont approché une personne de mon cercle proche, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue, quelqu'un que je considérais comme un frère. Ils lui ont offert de l'argent en échange d'informations sur les plans de notre gouvernement et sur ma vie personnelle. Cette personne a accepté leur offre et leur a fourni des renseignements depuis lors. Un murmure parcourut l'assemblée des journalistes. C'était sans précédent, les chefs d'État n'annonçaient généralement pas publiquement les failles de sécurité, surtout celles impliquant une trahison personnelle. La personne qui a trahi la confiance de notre nation, qui a trahi ma confiance, est Mamadou Ouedraogo, mon conseiller pour le développement rural et mon ami le plus proche depuis l'enfance. Le murmure devint un tumulte. Les flashs des appareils photo crépitèrent, les reporters commencèrent à crier des questions, mais Traoré leva la main pour demander le silence. « Mais voici ce que je veux que vous compreniez, poursuivit-il, sa voix s'élevant au-dessus du bruit.
Cette trahison, aussi douloureuse soit-elle pour moi, représente quelque chose de plus grand. Elle illustre les tentatives continues des puissances étrangères de contrôler l'Afrique par la corruption, par la manipulation d'individus qui se sentent sans autre choix. Il marqua une nouvelle pause, laissant ces mots pénétrer les esprits. Madu n'est pas seulement un traître, il est aussi une victime. Une victime d'un système qui n'offre à notre peuple que deux choix, la pauvreté ou la corruption. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe une troisième voie. Ce qui suivit serait débattu par les politologues et les philosophes moraux pendant des années. Au lieu d'annoncer l'arrestation de Mamadou, au lieu de promettre une justice rapide par les tribunaux militaires, Traoré fit une proposition qui stupéfia le monde. J'offre à Mamadou Ouedraogo un choix, dit-il, regardant directement la caméra. Il peut affronter un tribunal militaire, qui conduirait probablement à son exécution pour trahison, ou il peut accepter une autre forme de justice, une justice qui offre la possibilité de rédemption plutôt que simplement la punition. La salle était maintenant totalement silencieuse, chaque personne présente semblait retenir son souffle. S'il choisit la voie de la rédemption, il passera les 3 prochaines années à travailler dans nos communautés rurales, celles-là même dont il a trahi la confiance. Il travaillera sans salaire, sous supervision, pour aider à construire les infrastructures et fournir les services dont notre peuple a besoin. Il fera face aux familles dont il a compromis la sécurité. Il regagnera la confiance qu'il a détruite par le service, plutôt que de simplement payer pour ses crimes par la souffrance. Une journaliste au premier rang leva la main. Monsieur le Président, ne craignez-vous pas que cela crée un précédent dangereux, que cela montre de la faiblesse face à la trahison? Traoré réfléchit soigneusement avant de répondre. Je crois que la véritable force ne se manifeste pas par la capacité à détruire ses ennemis, mais par la sagesse de les transformer en alliés. Mamadou a fait un choix terrible, mais il reste mon frère et un fils du Burkina Faso. Si nous pouvons le sauver, si nous pouvons lui montrer, et montrer au monde, qu'il existe toujours un chemin pour revenir de la trahison, alors peut-être pourrons-nous empêcher d'autres de commettre la même erreur. Un autre reporter lança, et s'il refuse cette offre? Alors, il fera face aux pleines conséquences de ses actes devant notre système de justice militaire. Mais je prie pour qu'il choisisse le chemin le plus difficile, celui de gagner le pardon plutôt que d'accepter simplement la punition. La conférence de presse se termina avec plus de questions que de réponses, mais le message était clair. En quelques heures, l'histoire était diffusée dans le monde entier. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de débats sur la décision de Traoré. Certains le qualifièrent de naïf, d'autres de révolutionnaire. Tout le monde avait un avis sur la question de savoir si le pardon ou la punition était la réponse appropriée à une trahison aussi profonde. Mais l'opinion qui importait le plus n'avait pas encore été exprimée. Mamadou avait regardé la conférence de presse depuis chez lui, entouré de sa femme, de ses enfants, de sa famille élargie et de plusieurs amis proches venus lui offrir leur soutien, pensant qu'il vivait ses dernières heures de liberté. Quand Traoré finit de parler, la pièce plongea dans un silence stupéfait. Sa femme, Aminata, fut la première à parler. « Que vas-tu faire » Mamadou regarda autour de la pièce, observant les visages de tous ceux qu'il aimait, tous ceux qui seraient affectés par sa décision. Ses 3 enfants, âgés de 12, 8 et 2 ans, le fixaient avec de grands yeux, trop jeunes pour comprendre pleinement ce que leur père avait fait, mais assez grands pour sentir que leur monde était sur le point de changer à jamais. « Je ne sais pas, murmura-t-il. Honnêtement, je ne sais pas, son fils aîné, Ibrahim, nommé d'après le président qui avait été le meilleur ami de son père, s'avança. « Papa, pourquoi as-tu fait ça ?» La question trancha plus profondément que n'importe quel interrogatoire judiciaire n'aurait pu le faire. Comment expliquer à son enfant qu'on a trahi tout ce en quoi on prétendait croire pour de l'argent? Comment faire comprendre à un garçon de 12 ans le réseau complexe de peur, de ressentiment et de désespoir qui pousse un homme à vendre son meilleur ami? J'avais peur, dit enfin Mamadou, la voix brisée. J'avais peur que nous restions toujours pauvres, que je ne puisse jamais vous offrir la vie que vous méritez. Quand ils m'ont proposé de l'argent, je me suis convaincu que je le faisais pour vous. Mais tu faisais du mal à tonton Ibrahim, répondit le garçon, utilisant le titre qu'il avait toujours donné au président. Tu faisais du mal à notre pays. La clarté morale simple de la perspective d'un enfant frappa Mamadou comme un éclair. Son fils avait raison, en essayant de sécuriser l'avenir de sa famille, il avait trahi celui de tous les autres. Au cours de la semaine suivante, Mamadou lutta avec sa décision. Il consulta des avocats, qui lui dirent qu'un tribunal militaire entraînerait presque certainement une condamnation à mort. Il parla à des leaders religieux,
qui l'exhortèrent à accepter l'offre de Traoré comme une chance de rédemption spirituelle. Il discuta avec sa femme, qui lui assura qu'elle soutiendrait son choix, tout en avouant qu'elle était terrifiée à l'idée d'élever leurs enfants seuls. Mais la conversation qui le convainquit finalement vint d'une source inattendue, sa mère âgée, Fatima, qui était restée silencieuse durant les discussions familiales. « Mon fils, dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la véranda de la maison, quand tu étais jeune, tu me parlais des promesses que tu avais faites avec Ibrahim sous le baobab. Tu étais si fier de ces promesses, si certain que tu ne les trahirais jamais. » Madu hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. « Tu as brisé ces promesses, poursuivit-elle, sa voix douce mais ferme. Mais Ibrahim t'offre une chance d'en faire de nouvelles. C'est un cadeau que la plupart des gens ne reçoivent jamais, la possibilité de devenir celui que tu étais destiné à être, même après t'être égaré. » Elle tendit la main et prit la sienne dans ses doigts usés. « Accepte son offre, mon fils, non pas parce qu'elle sauvera ta vie, mais parce qu'elle pourrait sauver ton âme. » Le lendemain matin, Mamadou appela le palais présidentiel et demanda un rendez-vous avec Traoré. Ils se retrouvèrent dans la même salle de conférence où la trahison avait été révélée, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « J'accepte ton offre, dit Madu sans préambule. Mais j'ai une condition. » Traoré haussa un sourcil. « Tu n'es guère en position de poser des conditions. Je veux que mon service soit public. Je veux que les gens sachent qui je suis et ce que j'ai fait. Je ne veux pas cacher ma honte. Je veux la porter ouvertement, pour que d'autres puissent apprendre de mes erreurs. » Traoré observa longuement le visage de son vieil ami, cherchant tout signe de tromperie ou de manipulation. Ce qu'il vit à la place était quelque chose d'inattendu, un remords sincère et un désir désespéré de rédemption. « D'accord, dit-il enfin. Mais comprends bien ceci, le chemin que tu choisis sera plus difficile que la prison, plus difficile que la mort. Tu devras affronter la colère des gens dont tu as trahi la confiance. Tu travailleras dans des conditions qui mettront à l'épreuve toutes tes limites. Et tu feras tout cela en portant le poids de savoir que tu aurais pu être exécuté pour tes crimes. »« Je comprends, » répondit Madu. « Et je suis prêt. » La transformation commença immédiatement. Une semaine après sa décision, Madu fut relocalisé dans un petit village de la région du Sahel au Burkina Faso, l'une des zones les plus pauvres et les plus difficiles du pays. On lui attribua un logement sommaire, une maison en briques de terre sans électricité ni eau courante, et il fut assigné à une équipe de développement communautaire qui construisait des puits, des écoles et des cliniques de santé. La réaction des villageois fut exactement celle que Traoré avait prédite. Lorsqu'ils apprirent qui était Mamadou et ce qu'il avait fait, beaucoup furent ouvertement hostiles. Certains refusèrent de travailler avec lui, d'autres firent en sorte qu'il sache exactement ce qu'il pensait des traîtres et des vendus. Mais Mamadou endura tout cela sans se plaindre. Il se levait avant l'aube pour aider au projet de construction. Il passait ses après-midi à enseigner l'alphabétisation à des adultes qui n'avaient jamais eu l'occasion d'apprendre à lire. Il travaillait dans les champs pendant la saison des semis et aidait à distribuer de la nourriture pendant les mois secs et rudes. Lentement, graduellement, sa présence constante et ses efforts sincères commencèrent à changer l'attitude des villageois. Ils virent qu'il ne cherchait pas à gagner leur faveur avec des mots ou des excuses. Ils travaillaient simplement, jour après jour, pour améliorer leur vie. La percée survint 8 mois après le début de son service. Une grave sécheresse avait frappé la région, et le puits principal du village s'était asséché. La communauté faisait face à une crise d'eau qui pourrait forcer tout le monde à abandonner leur maison pour rejoindre les rangs des réfugiés climatiques dans les bidonvilles urbains. Mamadou avait travaillé avec un ingénieur pour concevoir un puits plus profond capable d'atteindre les nappes phréatiques souterraines, mais le projet nécessitait des équipements et une expertise que le village ne pouvait pas se permettre. Sans hésiter, Mamadou utilisa ses contacts personnels, ce qu'il avait établi pendant ses années au gouvernement, pour obtenir les ressources nécessaires. Lorsque le nouveau puits fut achevé et que l'eau propre commença à couler, l'ancien du village, un homme nommé Bouma, qui avait été parmi les critiques les plus virulents de Mamadou, fit une déclaration publique qui surprit tout le monde. « Cet homme est arrivé parmi nous comme un traître, » dit Bouma, s'adressant à la communauté rassemblée, mais il nous a montré par ses actions que les gens peuvent changer, que la rédemption est possible pour quiconque est prêt à faire le travail difficile pour la mériter. L'histoire de la transformation de Mamadou se répandit dans la région et finit par atteindre les médias nationaux. Des journalistes commencèrent à visiter le village pour documenter son histoire, et ce qu'ils trouvèrent remis en question leurs idées sur la justice, la punition et la nature humaine.
Ils trouvèrent un homme brisé par ses propres choix, mais qui se reconstruisait lentement à travers le service aux autres. Ils trouvèrent une communauté qui avait appris à pardonner sans oublier, à offrir une seconde chance sans ignorer les torts passés. Plus important encore, ils trouvèrent la preuve que l'approche radicale de Traoré en matière de justice fonctionnait d'une manière que la punition traditionnelle n'aurait jamais pu accomplir. 2 ans après le début du service de Mamadou, Traoré fit une visite inattendue au village. Il arriva sans fanfare, sans escorte de sécurité ni couverture médiatique. Il se présenta simplement un matin et demanda à parler à son vieil ami. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'arbre baobab où ils avaient fait leur promesse d'enfance, à seulement quelques kilomètres du village où Mamadou servait. L'arbre était plus vieux maintenant, son tronc encore plus massif, ses branches s'étendant encore plus haut dans le ciel. « Regrettes-tu » demanda Traoré, posant sa main sur l'écorce ancienne, comme il l'avait fait 30 ans plus tôt. Mamadou resta silencieux un long moment, réfléchissant sérieusement à la question. « Je regrette la trahison, dit-il enfin. Je regrette la douleur que je t'ai causée et le danger dans lequel j'ai mis notre peuple. Mais je ne regrette pas le chemin que cela m'a conduit à suivre. Ces 2 années m'ont appris plus sur qui je suis censé être que les 40 années précédentes de ma vie. » Traoré hocha la tête, comprenant exactement ce que son ami voulait dire. L'ancien du village dit que tu as demandé à rester au-delà des 3 ans. C'est vrai. Ma famille s'est installée ici de façon permanente. Mes enfants sont inscrits à l'école que j'ai aidé à construire. Ma femme dirige la clinique de santé que nous avons établie. C'est notre maison maintenant, et ce sont nos gens. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, 2 hommes d'âge mûr qui avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre par la voie la plus difficile. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit finalement Traoré. Les officiers des services de renseignement français qui t'ont recruté ont été arrêtés le mois dernier par leur propre gouvernement. Il s'avère qu'ils menaient des opérations non autorisées et gardaient l'argent qui était censé être versé à des agents comme toi. Mamadou le regarda avec confusion. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'ils t'ont dit qu'ils te payaient 127 000 $, mais ils n'ont transféré que 23 000 $ sur ton compte. Ils ont empoché le reste et prévoyaient de t'éliminer une fois que tu ne leur serais plus utile. Tu n'as pas seulement trahi ton pays, tu as été trahi toi-même. L'ironie de la situation frappa Mamadou comme un coup physique. Il avait vendu son meilleur ami, son pays et ses principes pour de l'argent qui lui avait lui-même été volé par les gens en qui il avait eu confiance. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il. « Depuis environ 6 mois après que tu as commencé ton service. J'ai choisi de ne pas te le dire, car je voulais que ta transformation soit sincère, pas motivée par la colère d'avoir été trompé. » Mamadou secoua la tête, stupéfait. Même en révélant cette ultime trahison, Traoré avait pensé à son bien-être spirituel plutôt qu'à sa propre justification. Tu aurais pu utiliser cette information pour m'humilier davantage, dit Mamadou. Tu aurais pu me faire passer pour encore plus ridicule. Cela n'aurait servi à rien d'autre qu'à satisfaire mon ego, répondit Traoré. Et mon ego n'a jamais été en jeu ici. Ce qui était en jeu, c'était de prouver que les gens peuvent changer, que la rédemption est possible, que la justice ne doit pas toujours être synonyme de punition. Alors qu'il retournait vers le village, Mamadou posa la question qui le tourmentait depuis des mois. « Me pardonnes-tu » Traoré s'arrêta de marcher et se tourna pour faire face à son vieil ami. « Je t'ai pardonné le jour où tu as choisi la rédemption plutôt que l'exécution. Mais plus important encore, tu t'es pardonné toi-même, et tu as gagné le pardon des gens que tu sers. Cela vaut plus que tout ce que je pourrais t'offrir. » L'histoire d'Ibrahim Traoré et de Mamadou Ouedraogo devint un sujet d'étude dans les universités du monde entier. Les politologues débattaient de la possibilité d'appliquer la justice transformatrice à des conflits plus vastes. Les théologiens discutaient de l'application pratique du pardon dans la gouvernance. Les psychologues étudiaient les mécanismes par lesquels une rédemption authentique se produit. Mais pour le peuple du Burkina Faso, cette histoire avait une signification plus simple et plus profonde. Elle prouvait que leur président était un dirigeant qui comprenait que la véritable force ne vient pas de la capacité à détruire ses ennemis, mais de la sagesse de les transformer en alliés. 3 ans après que la trahison fut révélée, Mamadou acheva son terme de service. Mais, comme il l'avait indiqué à Traoré, il choisit de rester dans le village de manière permanente. Il y avait trouvé quelque chose que toutes ces années de service gouvernemental et tout l'argent des services de renseignement français n'auraient jamais pu lui offrir, un sens de la vocation, né d'un service authentique envers les autres. Ses enfants grandirent en parlant couramment le dialecte local, se considérant comme des membres à part entière de la communauté.
Sa femme devint l'une des prestataires de soins de santé les plus respectées de la région. Et Mamadou lui-même finit par devenir le représentant du village auprès du gouvernement national, utilisant son expérience et ses relations pour défendre des programmes de développement rural. L'arbre baobab, où deux garçons avaient autrefois scellé des promesses sacrées, se dresse toujours. Son tronc porte désormais non seulement leurs initiales, mais aussi celles des enfants de Mamadou et des enfants du village qui l'a servi. L'arbre est devenu une sorte de lieu de pèlerinage pour ceux qui veulent comprendre ce que signifie vraiment la rédemption. Quand les visiteurs demandent aux villageois des nouvelles de l'homme qui est arrivé comme un traître et resté comme un voisin, ils racontent toujours la même histoire: les gens peuvent changer, le pardon est possible, et parfois, les pires erreurs peuvent mener aux transformations les plus profondes. Mais ils s'assurent aussi de parler du président qui a rendu tout cela possible, le dirigeant qui a choisi l'espoir plutôt que la haine, la rédemption plutôt que la vengeance, et la transformation plutôt que la destruction. Quant à Ibrahim Traoré lui-même, il continue de diriger le Burkina Faso avec la même sagesse et le même courage moral qui ont caractérisé sa gestion de la trahison de son meilleur ami. Lorsqu'on l'interroge sur cette décision dans des interviews, il donne toujours la même réponse: le véritable leadership ne consiste pas à être assez fort pour punir ses ennemis, mais à être assez sage pour les transformer en amis. L'amitié entre Traoré et Mamadou ne fut jamais tout à fait la même qu'à l'époque de leur enfance. Trop de choses s'étaient passées, trop de confiance avait été brisée et lentement reconstruite. Mais elle devint quelque chose de plus profond et de plus significatif, une relation forgée dans le feu de la trahison et de la rédemption, éprouvée par les circonstances les plus difficiles, et qui en émergea plus forte qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Et quelque part, dans un petit village du Sahel, à l'ombre d'un baobab qui a été témoin de promesses brisées et tenues, deux familles vivent côte à côte. Leurs enfants jouent ensemble, tout comme leur père le faisait autrefois, portant un héritage de pardon, de transformation et d'espoir qui résonnera à travers les générations à venir. Voilà ce qui se passe quand les dirigeants choisissent l'amour plutôt que la haine, quand ils construisent des ponts au lieu de murs, quand ils comprennent que les plus grandes victoires ne se gagnent pas sur les champs de bataille, mais dans le cœur humain. C'est l'histoire d'une trahison devenue rédemption, d'une amitié détruite puis reconstruite, plus forte que jamais, d'un dirigeant qui a montré au monde à quoi ressemble la véritable justice. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous pu faire le même choix qu'Ibrahim Traoré ? Auriez-vous pu pardonner une trahison aussi profonde ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui remettent en question notre vision du pouvoir, de la justice et de la nature humaine.